Spectateurs, bienvenue à une nouvelle édition de notre programme Femmes d'Égypte. La semaine dernière, nous avions commencé à discuter avec Dr Inès Taha qui nous a manifesté sa passion et son amour pour le droit. Également, elle nous a parlé de sa vie entre la France et l'Égypte. Aujourd'hui, nous allons continuer notre discussion avec elle. Bienvenue encore une fois à notre programme. Docteur Inès, la semaine dernière, nous avions parlé de tout votre chemin avec le côté académique, les études entre l'Égypte et la France. Vous aviez passé 6 ans pour terminer votre thèse là-bas, de retour en Égypte. Je voudrais m'arrêter sur ce point et parler un peu de ce retour final en Égypte, une jeune femme bien diplômée, bien éduquée, qui retourne en Égypte. Comment étaient les réactions de votre entourage? Bien accueillis, oui ou non? Mon père était très heureux. Ma mère, elle était heureuse également, mais pour des raisons différentes. Elle était contente que je suis enfin de retour. Mes amis étaient... mon entourage était plutôt content Si on parle entourage, c'est également la société, c'est-à-dire en ce qui concerne par exemple le travail et toute la société autour de vous. Est-ce qu'ils ont accepté ce nouveau statut de vous qui revient avec un doctorat en droit? Comment ils ont vu cette jeune femme indépendante? Il faut dire qu'avec mes amis, en dehors du travail, je n'insiste pas et je ne parle pas beaucoup du travail. Donc tout ce qui est milieu professionnel, les études, les diplômes, ce n'est pas vraiment un sujet de conversation entre moi et mes amis. Bon, on parle d'autre chose. Après, au niveau de la société, oui, effectivement, certaines personnes n'acceptent pas facilement l'idée d'avoir une femme qui est partie toute seule, qui est quand même restée un bon moment dans un pays étranger toute seule, qui considère que le fait d'avoir des diplômes haut placés peuvent éventuellement poser des problèmes par rapport à la vie privée, notamment le mariage. On a souvent dans la société égyptienne quelques préjugés qui, je pense, ont tendance un petit peu à s'alléger ou peut-être espérer un jour disparaître, mais je constate qu'il y a de moins en moins de préjugés dans ce genre. C'est-à-dire que quand j'ai voulu partir au départ, j'avais l'impression que la société l'acceptait moins. Aujourd'hui, je vois parmi mes étudiantes beaucoup de jeunes femmes qui partent sans beaucoup de problèmes. On a toujours la famille qui n'est pas vraiment très convaincue ou qui résiste un petit peu, mais finalement, elles partent beaucoup plus qu'à l'époque. Moi, je me souviens que j'étais la seule qui est partie dès la fin de la 4e année en France, dans ma promotion. Donc, je pense que ça va aller mieux pour la société égyptienne, ce côté-là. Côté professionnel, de retour en Égypte, qu'est-ce que vous avez fait? Où vous avez travaillé? Bon, j'ai imprimé ma thèse, j'ai imprimé mon CV, je l'ai mis à jour et je l'ai imprimé, et je suis allée déposer le CV et la thèse aux endroits qui auraient été éventuellement intéressés par mon expérience. Donc j'ai déposé mon CV et une copie de la thèse dans les filières francophones. Donc je suis allée dans toutes les filières, dans les universités égyptiennes qui enseignent le droit, sciences politiques, commerce en français. Et j'avais de la chance parce que dans le cadre de la coopération entre Lyon 3 et l'université Ain Shams, ils étaient en train de créer un master de droit public économique. En sachant que le droit public économique est un domaine qui est relativement récent, surtout en Égypte, qu'il n'y a pas de master francophone de droit public déjà en Égypte, parce que l'IDAI offre un master de droit des affaires, donc du droit privé. Et pour la première fois, on allait créer un master 2 délocalisé. Donc délocalisé, en fait, c'est un terme qui signifie que les étudiants dans le cadre de ce master vont avoir un diplôme exactement pareil que le diplôme qu'ils ont en France, que les étudiants en France ont.
j'avais vraiment de la chance parce qu'ils étaient en train de créer ce master et ils voulaient quelqu'un sur place pour un peu aider à l'installation de ce master, et j'ai pu aussi enseigner dans le cadre de ce master. Donc c'était vraiment mon point de départ. J'ai commencé à enseigner la méthodologie de la recherche, ce que je trouve en passant un domaine. Bon, je pense qu'on a vraiment un grand problème en Égypte de méthodologie de la recherche. Je parle des facultés de droit. On n'accorde pas assez d'importance à cette matière parce qu'on estime que ce n'est pas vraiment une matière juridique. Mais moi j'estime, je ne suis pas la seule, qu'il est extrêmement important pour un étudiant en droit de maîtriser les outils de la recherche et la méthodologie, bien sûr. Donc j'ai enseigné la méthodologie de la recherche et l'interventionnisme économique. C'était des matières qui étaient parfaitement en harmonie avec ma spécialité, et en même temps je m'occupais un peu de la co-gestion. J'étais sur place pour aider dans la gestion de ce master en cas de besoin. À partir de là, j'ai commencé un peu à fréquenter ce milieu universitaire et Dieu merci, j'ai eu aussi encore une fois de la chance parce que on m'a contacté pour enseigner à l'université française, donc aussi des matières qui sont liées au droit public international, dans le cadre de leur master relations internationales. Et on m'a ensuite contacté pour enseigner à la DGCI, donc faculté de commerce dans Ain Shams. Et aussi l'année dernière, on m'a contacté pour enseigner droit constitutionnel à la filière de Sciences Po de l'Université du Caire. Donc finalement, je fais ce que j'aime le plus, enseigner. À part l'enseignement et le côté académique, est-ce que vous pratiquez le métier même? Oui, je suis avocate. Je suis fiscaliste, pour être plus précise. C'est quoi exactement un fiscaliste? Je suis une avocate spécialisée dans les affaires qui sont liées à la fiscalité. La fiscalité, en gros, c'est l'impôt, les taxes, tout ce qui est lié à un système fiscal d'un pays. Donc, par exemple, quand vous travaillez, vous payez un impôt sur le revenu. Quand vous fondez une société, vous payez un impôt sur les sociétés. Quand vous achetez une bouteille d'eau, vous payez la TVA. Quand vous achetez un appartement, vous payez une taxe immobilière. Et quand vous avez des problèmes avec l'administration fiscale, ou quand vous voulez, par exemple, plus particulièrement, ma spécialité est la fiscalité qui est liée aux investissements. Comme c'était mon domaine, ma thèse portait sur l'interventionnisme fiscal et l'investissement étranger direct. Donc ma spécialité est les affaires d'investissement qui n'ont pas forcément des problèmes, parce que notre travail, en tant qu'avocate fiscaliste, il y a deux parties. Il y a le côté conseil, donc vous êtes un investisseur, vous voulez vous installer en Égypte, et vous voulez savoir comment les choses se passent au niveau de l'administration fiscale, du système fiscal, des taxes que vous avez payées, des exonérations, des privilèges. Donc vous allez à un cabinet d'avocats ou de comptables, ou dans mon cas de comptable avec un département juridique qui vous conseille. Disons voilà vos options, si vous faites ce choix, vous allez avoir tel et tel avantage, en sachant que l'Égypte est un pays qui adopte une politique d'attraction d'investissements étrangers, d'attraction d'investissement d'une manière générale, mais plus particulièrement d'investissement étranger. Donc on a une politique d'encouragement, une politique fiscale d'encouragement. Donc on offre pas mal d'exonérations, d'avantages, et on conseille, en tant qu'avocate fiscaliste, je conseille l'investisseur par rapport à ses choix. Une fois on l'a conseillé, il a fondé sa société, il s'est installé en Égypte. Si jamais il a des problèmes ou des affaires à régler avec l'administration fiscale, là on intervient dans la partie contentieuse. Donc on fait du contentieux, donc
on a affaire avec des comités et peut-être des juges. Ça nous mène alors à parler un peu de l'atmosphère des investissements ici en Égypte. On parlait toujours qu'il y avait des obstacles qui entravent le chemin de l'investissement et surtout les investisseurs étrangers. Mais après, par exemple, la conférence de Sharm el-Sheikh de l'année dernière, on a beaucoup parlé de l'allègement des lois concernant l'investissement, également de la promulgation d'une nouvelle loi pour l'investissement. Je voudrais savoir où on est actuellement en ce qui concerne le chemin de promotion des investissements étrangers. Moi, je trouve qu'on est sur une très bonne voie. Après, bon, c'est un domaine dans lequel on peut avoir des différents points de vue. Donc, quand je parle de mon point de vue. Les autres, bon, on peut avoir des avis différents. Moi, j'estime que l'Égypte actuellement est dans une position très attractive par rapport aux investissements étrangers. On est un pays qui attire l'investisseur pour plusieurs raisons, qui ne sont peut-être même pas forcément liées à nos législations, à la loi par exemple. On est un marché important. On est un marché qui constitue une ouverture pour l'Afrique, donc l'Afrique du Nord, mais toute l'Afrique, aussi pour le Moyen-Orient. Donc en fait, pour un investisseur étranger, quand il s'installe en Égypte, il ne s'installe pas uniquement en Égypte, il s'installe aussi en Afrique et au Moyen-Orient. On est un pays qui a besoin de projets de développement. On a besoin de beaucoup de projets d'infrastructure, des projets vitaux. Ces projets ne peuvent pas être réalisés uniquement par le gouvernement. Déjà, le budget public ne le permet pas, mais en plus, ce n'est pas la politique adoptée par les décideurs politiques en Égypte. Donc, on a besoin de l'acteur privé, on a besoin de l'investisseur. Et il faut savoir que ces projets attirent l'investisseur, puisque ce sont des projets énormes, géants, avec des profits assez considérables. Et dernièrement, surtout les 2 dernières années, l'Égypte a fait une étape extrêmement importante, qui est de rassurer l'investisseur. Parce que l'investisseur, de plus qu'il a l'argent, de plus qu'il est fragile, en fait. Il veut de la stabilité, il veut être sûr de réaliser un profit. Ce qu'il cherche essentiellement, c'est du profit. Après, c'est à l'État, 1, de le rassurer, 2, de l'orienter dans les domaines qui sont utiles pour son développement. L'investisseur tout seul, il ne va pas s'orienter forcément vers les domaines qui t'intéressent en tant qu'État. Donc ce qu'on fait en Égypte actuellement est 1, d'attirer l'investisseur en lui expliquant clairement les domaines dans lesquels il peut investir et en exprimant clairement la volonté de l'État de se porter entre guillemets garant. Pas se porter garant en termes de caution, mais se porter garant dans un sens de rassurer l'investisseur qu'il va être partenaire, qu'il va être là, qu'il va réaliser ses projets en coopération avec l'État, ce qui rassure effectivement l'investisseur, surtout en ce qui concerne des projets de telle taille. Le rassurer, mais aussi l'orienter. On ne peut pas forcer l'investisseur à choisir certains domaines pour investir, mais on peut lui accorder certains avantages, privilèges dans certains domaines, pour qu'il s'oriente tout seul, pour qu'il décide tout seul d'investir dans ces domaines. D'ailleurs, cela était assez clair lors de la visite du président de la France, François Hollande. Il y avait avec lui donc, des responsables de différentes sociétés françaises.
Ils sont venus pour justement conclure des accords, pour signer des accords avec l'État et avec des investisseurs égyptiens. Donc en fait pour étudier le terrain. Donc moi je pense qu'on est plutôt sur une bonne voie et que justement il y a quelques modifications de certaines législations qui vont pour l'instant dans un bon sens. Quels sont les défis majeurs que vous avez affrontés au cours de votre vie ou les épreuves? Ok. La thèse de doctorat. Donc, pour commencer, ce n'est pas évident de faire un travail de recherche aussi important. Partir en France, toute seule. Revenir, rentrer, s'installer en Égypte, se réadapter. Et je pense que c'est tout. Si vous saviez au passé ce que vous connaissez aujourd'hui au présent, est-ce que vous auriez fait les mêmes choix, les mêmes décisions? Bon, j'aurais changé quelques détails, mais ça c'est le côté avocat, perfectionniste. Oui, j'aurais pu faire ça comme ça, et ça comme ça, on n'est jamais satisfait de ce qu'on a fait, on veut toujours un petit peu plus, c'est le côté humain, je pense. Mais je pense que d'une manière générale, oui, non, je ne regrette pas le sens dans lequel ma vie s'est orientée. Chacun d'entre nous a ses peurs ou ses craintes. Quelles sont les vôtres? Je ne sais pas. Je pense que mes craintes sont essentiellement liées à mes parents, à ma mère. Comme je ne peux pas imaginer ma vie sans ma mère, oui, je pense que cela est peut-être la seule vraie... Peut-être. Ça nous mène à parler de la femme qui vous a inspiré le plus au cours de votre vie. C'est qui? Ma mère. Je suis en fait un peu amoureuse de ma mère, donc oui. Qu'est-ce que vous avez appris de votre mère qui vous a aidé à bien affronter la vie? J'ai appris qu'il faut être fort, qu'il faut être gentil, qu'il ne faut pas juger les gens, parce qu'on n'est pas forcément mieux. Elle m'a appris à trouver des justifications en fait. Surtout ne pas juger les gens, ne pas être hautain, ne pas se sentir supérieur, parce qu'en réalité, on n'est pas vraiment supérieur. Je pense que se sentir aussi faible ou aussi fort que les autres, ne pas se sentir mieux que les autres. Quel était le meilleur conseil que vous avez reçu au cours de votre vie et de la part de qui? C'est difficile parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont souvent très bien conseillé d'ailleurs. Mon directeur de thèse m'a apporté des conseils qui m'ont été très utiles. Mon père m'a toujours conseillé pour mes choix de carrière et même si je ne lui dis pas ça souvent, mais il avait souvent raison, il a raison. Et quand je suis rentrée en Égypte dernièrement, dans le cadre des cours que je donnais à Ain Shams, j'ai fait la connaissance de Dr Khaled Serry, qui était extrêmement gentil et qui m'a donné aussi quelques conseils par rapport à ma vie en Égypte, à mon installation, à mes choix de carrière qui m'ont été extrêmement utiles également. Des conseils comme quoi? Mon directeur de thèse m'avait conseillé de me concentrer sur mon travail
et de ne pas se laisser aller dans des histoires un peu trop émotionnelles, et ne pas me laisser me déconcentrer, parce que finalement tout finit par s'arranger si on se concentre sur son travail. Et il avait raison. J'étais très jeune quand il m'a donné ce conseil, donc à l'époque c'était vraiment un conseil très utile pour moi. Mon directeur de stage, Michel Kreis, m'avait conseillé de ne pas regarder en arrière, de ne pas se dire « Ah, mais je suis très âgée, mais je n'ai plus le temps de faire ça, mais comment ça se fait ?» En plus, à l'époque, j'avais 26 ans et je lui disais « Non, mais maintenant j'ai 26 ans, je ne peux plus entamer des nouvelles choses et commencer, prendre l'initiative. » Et bon, comme il est un peu plus âgé que moi, bien sûr, donc il m'a expliqué que bon, si j'ai fait ça dans ma vie, il me reste encore ça. Donc en gros, on ne peut jamais regarder en arrière, on ne doit jamais regarder en arrière, on regarde toujours vers l'avenir. Et Dr Khaled Sevi, quand je suis rentrée, comme j'avais vraiment envie d'enseigner, c'est une activité que j'aime beaucoup, m'avait donné le conseil de donner des cours, travailler dans l'enseignement, mais ne pas oublier le côté pratique. Ne pas oublier qu'un fiscaliste est avant tout un avocat qui a un bureau, qui traite des affaires, et que le côté pratique était extrêmement intéressant. Justement, c'est ce qui nous permet d'avoir une théorie, une bonne théorie en fait, une théorie qui peut être appliquée et qui est surtout mise à jour. À part le travail, quelles sont les activités ou les hobbies que vous pratiquez? D'accord. C'est vrai que dernièrement, moi j'aime bien me promener avec mon chien, parce que j'ai un grand chien. Il n'est pas là pour l'instant, mais donc j'aime beaucoup me promener avec mon chien. J'aime aussi la natation. C'est une activité qui détend, et de temps en temps le yoga, également pour se détendre. Quel était votre métier de rêve comme enfant? Comme enfant? Je sais pas. Journaliste, je pense. Et pourquoi vous n'avez pas poursuivi votre rêve? Pourtant, vous avez tous les talents pour l'être. Je ne sais pas vraiment. Je pense qu'à 17-18 ans, on est très jeune et on change d'avis. Je pense que j'étais séduit par le droit et je ne me suis même pas rendu compte. Quelque part entre 17 et 18 ans, j'étais séduit par le droit et je n'avais pas réalisé. Quand les choses s'adurcissent et que vous affrontez des problèmes au cours de votre vie, qu'est-ce que vous faites pour vous en sortir? Je m'accroche. Et je ne pense pas au résultat. Et puis je suis convaincue que Dieu, il fait toujours ce qu'il y a de mieux pour moi. Donc je m'accroche et je fonce. Docteur Inas Taha, pour bien terminer notre programme, je voudrais savoir, êtes-vous optimiste ou non à propos de l'avenir de l'Égypte et de la femme égyptienne? Je suis toujours optimiste d'une manière générale. Oui, je suis optimiste par rapport à l'Égypte. Je pense qu'il n'y a pas un seul pays dans l'histoire qui n'a pas eu de difficultés pour se relever. Et que oui, le chemin est long, est difficile, mais que je suis très optimiste. Je pense que ça va aller mieux pour l'Égypte avec le temps. Et pour la femme égyptienne, je suis encore plus optimiste, si cela est possible, parce que je vois l'évolution par rapport, même les 10 dernières années. Je pense qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui n'existaient pas il y a 10 ans. Et je sais qu'aujourd'hui, quand on regarde une femme, on dit, bon, la plupart des gens, moi les gens que je connais, ils disent qu'elle a fait plus d'efforts pour arriver là où elle est par rapport à un homme qui est dans le même niveau.
Bon, je ne suis pas forcément pro-femme, anti-homme, mais je trouve qu'un homme et une femme qui ont le même niveau professionnel, une femme, elle a dû faire un peu plus d'efforts que lui. Et je pense que la société commence à être consciente de ce fait et que la femme égyptienne demande obtient de plus en plus, grâce à ses efforts, des droits et se fait sa place d'une manière fabuleuse. Donc je suis vraiment très optimiste par rapport à l'avenir de la femme égyptienne. Docteur Inastor, à la fin de notre édition de Femmes d'Égypte, on vous remercie infiniment de nous avoir accordé cette occasion afin de découvrir avec vous vos réussites, les différentes facettes de votre vie, votre passion pour le droit et également vos aspirations pour la femme égyptienne. Merci. Merci beaucoup. Merci. Chers téléspectateurs, c'était tout concernant notre édition pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine, une nouvelle invitée de Femmes d'Égypte. D'ici là, passez d'agréables moments. Merci et au revoir.